mulțumesc mult. Ne onorează cu prezența excelența sa, domnul Matias Ghiomar, președinte ales al Curții Europene a Drepturilor Omului. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de Roumanie, Messieurs et Mesdames les Présidents de Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, c'est un grand honneur pour moi, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, président élu depuis une semaine, pour prendre mes fonctions le 30 mai et je m'exprime aussi aujourd'hui au nom du président actuel Marco Boșniak, de participer à ce grand événement. La francophonie, vous vous en doutez, comme juge français, me tient à cœur. Et vous le savez, à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a deux langues de travail, l'anglais et le français. Je suis partisan d'une francophonie ouverte et inclusive, et l'événement d'aujourd'hui en est la meilleure des illustrations. Le droit est un acte de langage, et il est important pour le raisonnement juridique, pour l'œuvre de justice, pour les équilibres auxquels nous sommes tous attachés, que tout ce travail du droit puisse se faire dans plusieurs langues. C'est une source de richesse. Alors que nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Convention qui a été signée à Rome en 1950, permettez-moi de citer quelques extraits des travaux préparatoires qui illustre la genèse de cet instrument de l'humanisme juridique et les raisons qui ont conduit les pères fondateurs du système à mettre en place une garantie collective pour assurer le respect effectif des droits de l'homme. Ce serait sans nul doute une étape dans l'histoire si les droits de l'homme étaient non seulement sauvegardés dans le cadre des frontières nationales, mais si au-delà de celles-ci, toute personne dont les droits humains ont été violés pouvait solliciter la protection d'un tribunal européen. En vérité, ce que nous voulons empêcher, c'est le rétablissement ou l'établissement dans certains pays de dictatures totalitaires du genre de celles que nous avons connues en Italie et en Allemagne avant la guerre. C'est de cette épouvante que nous voulons nous protéger. Nous avons moins le désir d'instituer une juridiction européenne qui redressera des torts isolés, des illégalités isolées, que d'empêcher dès le début l'instauration dans l'un ou l'autre de ces pays d'un régime à la manière fasciste. Nous voulons qu'une procédure internationale puisse intervenir dès l'origine en faisant une Europe qui soit aux antipodes de sa barbarie et dans laquelle les libertés seront définies et garanties par tout le monde et par le droit. Voilà l'héritage dont nous sommes aujourd'hui en charge. 11 ans plus tard, dès 1961, la Commission, à l'époque il y avait une commission et une cour, rend la décision Autriche contre Italie, dans laquelle, après avoir cité le préambule de la Convention, elle considère qu'il en résulte qu'en concluant celle-ci, les États contractants n'ont pas voulu se concéder des droits et des obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et idéaux du Conseil de l'Europe, tels que les énonce le statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d'Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d'idéaux, de liberté et de prééminence du droit. Notre rencontre d'aujourd'hui, rencontre de haut niveau, illustre à quel point le pluralisme juridique et la multipolarité juridictionnelle s'inscrivent aujourd'hui dans la ligne de cette mission conçue dès l'origine, dans le cadre d'un espace d'interdépendance constitutionnelle, pour reprendre les termes du juge Cartabia, sur lequel reviendra cet après-midi mon collègue et ami, le juge Sebastian Raduletu, que je salue chaleureusement. À cet égard, je voudrais réaffirmer aujourd'hui la place que tient la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en Europe et formuler 3 propositions à l'appui de ce postulat. Je rappelle que la Convention est l'instrument constitutionnel d'un ordre public européen. Ce
Ce sont les termes mêmes de notre jurisprudence. L'arrêt Loisidou contre Turquie, par exemple, ou encore Alskani contre Royaume-Uni. Et à ce titre, fonctionnellement, la Cour européenne exerce la mission d'une Cour constitutionnelle des droits de l'homme à l'échelle de l'Europe. Ce sera mon premier point. La deuxième proposition que je voudrais formuler, c'est de rappeler et de souligner à quel point cela est important dans le contexte actuel, que cette fonction constitutionnelle s'exerce dans le cadre d'une responsabilité partagée avec toutes les juridictions nationales, au premier rang desquelles comptent les cours constitutionnelles. Troisième et dernière proposition, l'ordre public européen doit être compris comme incluant et non excluant les identités constitutionnelles nationales. Vous le savez, en s'engageant à l'article 1er de la Convention à reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés qui y sont définis, les États ont accepté que leur ordre juridique interne soit irrigué des exigences attachées au respect effectif de celles-ci. Le principe de subsidiarité est inhérent à l'économie générale du système conventionnel. À cette aune, il faut comprendre le droit de la Convention, non pas comme un droit qui a vocation à se substituer aux ordres internes, mais comme un droit qui embrasse ceux-ci, ces ordres juridiques, afin que les autorités nationales qui le définissent, le législateur, qui l'applique, l'exécutif, qui l'interprète et veille à son respect, les cours nationales, exercent leurs fonctions à la lumière des exigences attachées au respect des droits fondamentaux. Et c'est cela qui fait le contenu de cet ordre public européen. Un ordre public de protection, un ordre public aussi dont l'une des composantes fondamentales, cela est rappelé depuis l'arrêt Golder, depuis 1975, est l'état de droit, caractéristique du patrimoine spirituel commun des États membres du Conseil de l'Europe, pour citer cet arrêt. Et cette mission, nous l'exerçons à la Cour principalement à travers le droit de recours individuel qui est posé à l'article 34. Nous l'exerçons aussi à l'occasion des conflits qui peuvent être portés devant nous par des requêtes interétatiques. Et depuis le protocole 16, instrument de dialogue, nous pouvons être saisis de demandes d'avis consultatifs, y compris dans certains pays par les cours constitutionnelles. C'est forte de l'ensemble de ces instruments judiciaires que la Cour exerce cette fonction constitutionnelle. Une fonction constitutionnelle qui tient à la nature sui generis de la Convention. Pour citer Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente belge de la Cour, convention tiraillée entre le droit international et le droit constitutionnel, à tel point que deux juristes suisses, M. Gauvin et Bigler, ont pu parler d'un droit, je les cite, constitutionnel. C'est cette nature particulière-là qu'il faut avoir à l'esprit et qui nous donne beaucoup de responsabilités, mais aussi nous oblige, nous, en tant que Cour, fonctionnant à son tour, intervenant à son tour, après l'épuisement des voies de recours internes et à sa place, dans le respect des marges d'appréciation et du rôle tenu par les juridictions internes. À ce titre, je voudrais souligner à quel point l'économie juridictionnelle de la Cour fait écho à l'architecture normative de la Convention. Le système mis en place il y a 75 ans a été aussi profondément remanié par le protocole 11 qui a créé cette Cour unique et permanente et qui a, d'une certaine manière, réaffirmé sa nature constitutionnelle. Nature constitutionnelle qui tient aussi au fait que nous traitons de droits fondamentaux. Et je voudrais insister sur le fait que cette mission-là, elle s'exprime au rang constitutionnel compte tenu d'abord de la nature des droits, ce sont des droits fondamentaux qu'on retrouve aussi dans les constitutions nationales, de la facture de ces droits qui expriment des valeurs dont la Convention détermine les contours sans définir précisément le contenu, et compte tenu aussi de l'économie des questions portées devant notre Cour. Ces questions-là sont de nature constitutionnelle. Elles portent sur le vivre ensemble, elles portent sur le fonctionnement des sociétés, sur l'avenir de notre civilisation. Tout cela ancre la Cour européenne dans cette dimension constitutionnelle. Et je voudrais citer l'arrêt Humpert contre Allemagne de Grande Chambre, dans laquelle la Cour a rappelé que ces arrêts et décisions servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention
contribuant de la sorte au respect par les États des engagements qu'ils ont pris. Je crois que c'est extrêmement important. Et je voudrais venir à mon deuxième point, juste après avoir cité, pour lui rendre hommage, Robert Badinter, dont je sais qu'il était un ami de la Roumanie, dont je sais, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, que vous le connaissiez personnellement, et qu'il a contribué à aider à la confection de la Constitution de Roumanie. Il insistait, et je voudrais citer, sur l'absence d'équivalent dans le système de protection internationale des droits de l'homme à notre Convention, car celle-ci, le système conventionnel, je le cite, transperce l'écran de l'État pour atteindre l'individu sujet immédiat du droit international, titulaire de droits et de devoirs. Cette mission-là, nous l'exerçons, et c'est mon deuxième point, dans le cadre d'une responsabilité partagée avec les juridictions nationales et en cohérence avec l'autre Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne. Je sais que le président Lennart va intervenir tout à l'heure en vidéo. Un mot pour dire que notre Cour agit en pleine harmonie avec la Cour de Luxembourg pour souligner la complémentarité non seulement des deux ordres juridiques européens et sans attendre l'adhésion de l'Union à la Convention, nous travaillons tous ensemble à cette cohérence d'ensemble. Cette cohérence d'ensemble, elle repose sur cette responsabilité partagée. Et à ce titre, je voudrais dire que si les juridictions ordinaires des États sont les partenaires de la Cour pour l'application de notre texte commun qu'est la Convention, les juridictions constitutionnelles, les cours constitutionnels que vous représentez aujourd'hui sont nos interlocuteurs. Et je crois que c'est extrêmement important de voir à quel point, sur le fondement d'un autre texte, la norme constitutionnelle de vos pays, nous poursuivons les mêmes missions, nous protégeons les mêmes droits. Ce vis-à-vis entre les constitutions nationales et notre Convention se traduit par ce partage de responsabilités entre vos cours et notre cour. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous le dis aujourd'hui de manière sincère et engagée. Et ce texte commun fait écho, bien sûr, à l'héritage commun dont je parlais tout à l'heure, à ce patrimoine culturel et civilisationnel que nous partageons. Ce qui me permet, car je ne veux pas parler trop longtemps, Monsieur le Président, d'en arriver à mon troisième point. Celui qui consiste à réaffirmer très clairement aujourd'hui que, de mon point de vue, l'ordre public européen doit être compris du point de vue de la Cour comme incluant les identités constitutionnelles nationales et en aucun cas en les ignorant, pire, en les niant. Bien évidemment, comme il est bien établi en droit international public, s'agissant des rapports entre États, un État ni une juridiction interne, même constitutionnelle, ne saurait invoquer sa propre constitution pour se soustraire à l'obligation d'exécuter ses engagements de droit international. Mais au-delà de ce rappel, je voudrais une fois encore me réclamer du préambule de la Convention pour rappeler en réalité qu'au fondement même de vos identités constitutionnelles et de notre mission conventionnelle se trouvent les mêmes droits. Je voudrais citer Pierre-Henri Tedjen, qui a été le deuxième juge français à la Cour et l'un des rédacteurs de la Convention. Le fond commun de nos législations nationales, disait-il en 1950, les principes généraux qui se dégagent de l'ensemble de ces législations permettront de définir à coup sûr le contenu pratique de chacune de ces libertés. Et je crois que cela résonne aujourd'hui, 75 ans encore, à nos oreilles comme quelque chose qui doit nous conforter et nous donner la conviction que les blocs de constitutionnalité et le bloc de conventionnalité regroupent les mêmes droits et libertés fondamentales, ce qui signe leur caractère universel. Il s'agit pour nous d'intégrer dès lors dans le contenu de la définition de ces standards partagés qui forgent cet ordre public européen ce qui relève de votre identité constitutionnelle
Deux très brefs mots sur deux affaires de grande chambre, emblématiques à la fois de ce dialogue entre les cours constitutionnelles et cours européennes, et de cette fabrique itérative de notre droit commun et partagé. Une affaire Ilmseer contre Allemagne de 2018 à propos de la détention de sûreté. Il y avait eu une première condamnation par la Cour dans une affaire M contre Allemagne, et la Cour constitutionnelle allemande, en 2011, a répondu, a donné corps et vie à ce dialogue des juges, si bien qu'en 2018, en vue de cette réponse de principe, la Cour européenne a intégré ce qui avait été fait dans l'ordre juridique allemand pour considérer que la détention de sûreté n'était plus une peine au sens de l'article 7. Un autre arrêt, Saviskis contre Lettonie, qui concerne une différence de traitement s'agissant du calcul des pensions entre les citoyens lettons et les résidents permanents non citoyens. Là aussi, il y avait eu une première condamnation par la Cour européenne et une réponse de la Cour constitutionnelle qui avait pris au sérieux ce que nous avions dit et qui avait expliqué à quel point cette différence de traitement était, selon l'ordre interne et les juridictions nationales, justifiée par la protection de l'identité constitutionnelle de la Lettonie fondée sur la doctrine de la continuité de l'État. Eh bien, nous avons, à notre tour, en 2022, pris au sérieux cette réponse. Et nous avons changé la solution en admettant, en reconnaissant la légitimité de ce but de protection de l'identité constitutionnelle aboutissant à une non-violation. J'en viens à ma conclusion, Monsieur le Président, car je ne veux pas prendre trop de votre temps. Si les droits sont appelés fondamentaux, c'est parce qu'ils sont à la fois au fondement de la personne humaine et fondés par l'humanité. Et si la Cour de Strasbourg peut se voir qualifiée de constitutionnelle, ce n'est pas parce qu'elle serait chargée d'une constitution qui n'existe pas à l'échelle du Conseil de l'Europe, mais parce qu'elle a pour rôle constitutif de l'espace de paix et de justice d'arrimer la démocratie et l'état de droit à un horizon de valeurs. Ces valeurs humanistes qui sont le patrimoine commun de toutes les constitutions nationales, au-delà de l'Europe. Et je salue tous les piliers de la francophonie qui sont ici réunis et qui illustrent par leur présence et leur engagement le caractère universel qui, dès 1948, sous la plume de René Cassin, a été consacré par la Déclaration universelle signée au Palais de Chaillot à Paris. Ce sont ces valeurs-là que nous avons entre les mains. Loin du spectre parfois brandi de la défondamentalisation des droits humains, loin de la menace de la tyrannie des subjectivités, ou même de l'impasse d'une pensée de l'individu contre les sociétés, qui est dénoncée à mauvais escient pour affaiblir ceux qui se battent au soutien de l'état de droit et de la démocratie, je voudrais vous redire aujourd'hui que dans la ligne de l'héritage reçu des pères fondateurs il y a 75 ans, notre Cour s'emploie, avec toutes les juridictions internes, à dégager les points d'équilibre, rappelant que la démocratie suppose le dialogue et l'esprit de compromis qui implique nécessairement de la part des individus des concessions diverses, Leyla Şahin contre Turquie, se manifestant au travers de la solidarité sociale, Wawrzyszka contre République tchèque, ou encore de la recherche d'un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble, SAS contre France. Voilà des valeurs que la Cour porte avec vous, et au premier rang, vous, les juges constitutionnels. Nous sommes tous les gardiens des promesses, nous sommes tous ensemble engagés. Je vous remercie de votre attention et je ne prends pas plus de votre temps, car je vous souhaite maintenant, je dois partir pour retrouver Strasbourg, un entier succès pour cette belle journée. C'est un honneur pour moi d'avoir pu m'exprimer devant vous aujourd'hui, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Soyez certains de ma reconnaissance et de mon amitié. Merci pour votre discours et pour les idées transmises. Merci pour votre participation au notre congrès. Așteptăm ca în începutul mandatului domnului președinte să aibă în agenda și o întâlnire bilaterală, chiar
debutul mandatului său, întâlnire bilaterală cu judecătorii Curții Constituționale. În acest context, vreau să-i mulțumesc și domnului judecător român la CEDO, domnul Sebastian Rădulețu, care, fiind prezent astăzi împreună cu noi, manifestă solidaritatea pentru România, pentru Curtea Constituțională din această minunată țară. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare, ne onorează cu prezența domnul Alex Florin Florența, procurorul general al României. Vă rog, domnule procuror general, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru participare. Mesdames et Messieurs les Présidents, honorables collègues, chers invités, parler du rôle du juge constitutionnel, c'est d'abord de reconnaître l'influence décisive de la culture politique et juridique francophone sur l'édification des constitutions démocratiques modernes. Des penseurs des Lumières, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, aux textes fondateurs de la Révolution française, notamment la Déclaration des droits de l'homme et de citoyen, le monde francophone a offert une vision dans laquelle le droit et la liberté ne s'opposent pas, mais se renforcent mutuellement. Cet héritage a affirmé que le pouvoir doit être encadré, que les institutions doivent être responsables et que l'individu doit être libre. Cette tradition a permis de concevoir des constitutions qui ne se contentent pas d'organiser les institutions publiques, mais qui placent le droit humain au cœur de l'ordre juridique. Le droit constitutionnel devient alors non seulement une architecture institutionnelle, mais aussi une architecture morale. Cette vision a profondément marqué les constitutions des pays francophones. Elle a inspiré un modèle dans lequel les droits de la personne ne sont pas des simples accessoires juridiques. Ils sont les fondations même de nos sociétés démocratiques. C'est ici que le rôle du juge constitutionnel prend toute son importance. Les cours constitutionnels sont les gardiens de la légalité, de la justice et de l'équilibre démocratique. En période de stabilité institutionnelle, le travail du juge constitutionnel peut paraître abstrait ou technique. Mais en période de crise, comme celle que traverse aujourd'hui nombre de nos sociétés, son rôle devient vital. Nous faisons face à une montée des extrémismes, à l'émergence des mouvements illibéraux, à des tentatives de captation de pouvoir qui fragilisent l'état de droit. Cette dérive emprunte parfois le langage de la démocratie, mais elles ont pour objectif de réduire le pluralisme, de marginaliser les oppositions et d'affaiblir les garanties constitutionnelles. Dans ce contexte, le juge constitutionnel doit demeurer ferme, non pas en tant qu'acteur politique, mais en tant que défenseur impartial et intransigeant de l'ordre constitutionnel. Nous devons nous assurer que les droits fondamentaux ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la urgence politique, que la séparation des pouvoirs soit respectée et que la Constitution continue d'incarner une promesse vivante de liberté. La démocratie n'est jamais acquise, elle n'est pas automatique. Elle exige de la vigilance, du courage et un attachement indéfectible aux principes qui la fondent. Cette responsabilité est collective, bien sûr, mais elle pèse d'une manière toute particulière pour le juge constitutionnel. Interpréter avec intégrité, délibérer en toute indépendance et juger avec conscience. Comme l'a si justement dit l'écrivain Dalton Trumbo, la démocratie n'est pas un cadeau, mais une responsabilité. Cette responsabilité, nous devons l'assumer pleinement pour nos institutions, pour nos concitoyens et pour les générations à venir. Poursuivons ensemble la construction d'un monde où la Constitution protège les peuples, où les cours protègent la Constitution et où la justice protège notre humanité. Merci. Merci, Monsieur le procureur général. Je vous remercie bien pour votre discours. C'est un exemple de francophonie. Da. Suntem onorați și de prezența domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi. Vă rog, domnule președinte, la microfon.
Mulțumesc. Stimate domnule președinte al Curții Constituționale, stimați membri ai Curții, distinși membri ai Asociației Curților Constituționale Francofone, excelențele voastre, onorată asistență. Mă bucur că gazdele noastre au ales ca loc de desfășurare acestui eveniment festiv Parlamentul României, instituția legitimității prin excelență, piatra de căpătâi a oricărei construcții democratice și esafodajul pe care se bazează contractul social ce menține societatea modernă în ansamblu. Este o deosebită onoare și un privilegiu pentru mine să adresez astăzi cele mai calde felicitări și cele mai sincere urări de succes domnului președinte și membrilor Curții Constituționale cu ocazia preluării, pentru prima dată, a funcției de președinte al Asociației Curților Constituționale Francofone. La 30 de ani de la înființarea ei, pe care îi va sărbători în 2027 în mandatul trienal al președinției României, ASSF a poposit, sper, în a doua ei casă, România. Preluarea președinției de către Curtea Constituțională reprezintă nu doar o recunoaștere a competenței, experienței și dedicării în promovarea statului de drept, ci și o oportunitate importantă pentru consolidarea unității și pentru dezvoltarea unui dialog constructiv între curțile constituționale ale țărilor francofone. Într-o lume în continuă schimbare și cu atacuri tot mai violente la adresa democrației și statului de drept, transparența, integritatea și respectul față de Constituție sunt mai importante ca niciodată. Curțile constituționale, alături de instituțiile de control financiar, sunt pilonii care susțin încrederea publicului în instituțiile statului și în buna gestionare a resurselor publice. Sunt foarte multe similitudini pe care le împărtășim, Curtea de Conturi și Curtea Constituțională, pentru că, dincolo de parcursul istoric, establishmentul instituțiilor statului modern are adânci rădăcini în civilizația franceză. Și noi și dumneavoastră trăim o premieră, aceea de a fi gazdă, iar în cazul dumneavoastră chiar onoarea de a fi președinte, ai unor structuri cu o bogată tradiție în lumea francofonă. Evenimentul de astăzi mă duce cu gândul la începuturile statului român modern, la unirea Principatelor Române de la 1859, când principalul artizan diplomatic a fost un francez, împăratul Napoleon al III-lea, marele prieten de la apus al Micii Uniri de la răsărit. Așadar, România a beneficiat la începutul ei statal-democratice de sprijinul lumii francofone și de aceea consider că președinția pe care o preluați pentru prima dată, domnule președinte, este de fapt un firesc al recunoașterii rolului important pe care îl deținem ca țară, istoric, tradițional, lingvistic și ca etos în marea și bogată lume a francofoniei. Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, care spunea că adevărata revoluție la români va fi respectarea legii, cred că măsura maturității politice a unui popor este dată de respectul și aprecierea pe care le are pentru propria Constituție. Aici am încrederea că prin dumneavoastră, judecătorii Curții Constituționale, gardienii statului de drept, România are capacitatea să-și atingă maturitatea democratică. Doar într-un stat de drept autentic, puternic ancorat în valorile constituționale, instituții cum este Curtea de Conturi a României poate veghea la buna guvernanță și la cheltuirea eficientă a fondurilor publice. Eșafodajul funcționării tuturor instituțiilor este statul de drept. În încheiere, vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe colegii judecători ai Curții Constituționale pentru acest moment important al instituției pe care o conduceți în ansamblul lumii francofone. Merci beaucoup. În încheierea listei vorbitorilor, vizionăm mesajul video transmis de domnul Kun Lenarts, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene. Vă rog rularea materială. Monsieur le Président Enache, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, en tant que président de la Cour de justice de l'Union européenne, il est un grand plaisir et un véritable privilège pour moi d'introduire par quelques mots cette importante conférence de l'Association des cours constitutionnelles
ayant en partage l'usage du français. La francophonie internationale, comme on l'appelle, dont la Roumanie est un très fier membre. C'est pour ça que je me félicite du fait que la Cour constitutionnelle de Roumanie organise ce 10e congrès de l'association consacré à l'interprétation et la révision de la Constitution. Quel rôle pour le juge constitutionnel? Et à tout vrai dire, la Cour de justice de l'Union européenne partage avec les cours constitutionnelles des États membres de l'Union européenne, dont la Cour constitutionnelle de Roumanie, la responsabilité pour faire prévaloir les valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée et que les États membres partagent. Ces valeurs sont les valeurs bien connues. C'est la dignité humaine, la liberté, la démocratie, le respect de l'état de droit, les droits fondamentaux, dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, l'égalité et la solidarité. Il s'agit, lorsque vous les comptez avec précision dans l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de 12 valeurs correspondant aux 12 étoiles du drapeau européen, 12 valeurs que les États membres qui sont membres de l'Union européenne partagent, valeurs sans le respect desquelles les États membres ne peuvent tout simplement pas appartenir au même ordre juridique commun que constitue l'Union européenne. Les cours constitutionnels des États membres de l'Union européenne font exactement ce que ce colloque étudie, c'est-à-dire l'interprétation du droit de l'Union, l'interprétation de la Constitution nationale. C'est en fait une mission partagée. Comme je le disais, les États membres de l'Union européenne doivent adhérer aux valeurs de l'article 2 du traité sur l'Union européenne que je vous ai cité en abrégé et les droits fondamentaux qui sont contenus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les États membres doivent respecter toutes ces valeurs et tous ces droits fondamentaux pour pouvoir appartenir à un ordre juridique commun. Parce que tout simplement, on ne veut pas être membre d'un club sans que tous les membres de ce club soient au moins d'accord sur les valeurs de base, sur les droits fondamentaux de base qui fondent l'existence de cet ordre juridique commun. Les cours nationales jouent en général un rôle primordial dans l'interprétation, l'application et la mise en œuvre de ce droit commun à 27 États membres, c'est-à-dire le droit de l'Union. Mais les cours constitutionnels des États membres sont particulièrement importantes parce qu'elles assurent le respect des valeurs de l'article 2 au sein de l'ordre juridique national, parce que ces valeurs de l'article 2 correspondent aux dispositions des constitutions nationales qui reflètent ces mêmes valeurs. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre l'ordre constitutionnel national d'un État membre de l'Union européenne et l'ordre juridique commun qui est basé sur ces mêmes valeurs qui sont en fait issues bottom-up des ordres constitutionnels nationaux des États membres de l'Union européenne, ça va sans dire. Et donc, les cours constitutionnels nationaux sont en quelque sorte les building blocks essentiels pour l'ordre juridique commun. Lorsqu'une cour constitutionnelle d'un État membre protège la démocratie pluraliste, tolérante, inclusive, basée sur l'égalité, y compris la protection des minorités, quelles que soient ces minorités, la solidarité, lorsqu'une cour constitutionnelle joue son rôle à cet égard, cet État membre est pleinement et de manière continue adhérent aux valeurs communes. Le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne
est en réalité uniquement de répondre aux questions qui sont posées à cet égard par les cours constitutionnels des États membres, sur ces valeurs, sur ces droits fondamentaux. Et oui, nous avons un grand éventail de questions préjudicielles posées par les cours constitutionnels des États membres de l'Union européenne qui veulent savoir quelle est la compréhension commune des valeurs de l'article 2 et des articles de la Charte des droits fondamentaux. Je donne deux exemples. Un exemple est issu, à tout seigneur, tout honneur, issu de la Cour constitutionnelle de la Roumanie. Il s'agit d'une question préjudicielle dans l'affaire dite Coman, qui portait sur la nécessité de reconnaître en Roumanie un mariage homosexuel conclu à Bruxelles, en Belgique, lorsque le couple de deux hommes était en train de travailler en Belgique en tant que travailleurs migrants. Selon le droit belge, ce mariage a été valablement conclu et la question se posait si le droit à la libre circulation des travailleurs, y compris les membres de leur famille, comprenait aussi un époux de même sexe que le travailleur migrant. Il faut savoir que le ressortissant roumain était marié à un homme américain, donc un ressortissant d'un pays tiers, et la question se posait si ce ressortissant de pays tiers devait recevoir ou non un permis de séjour en Roumanie. La Cour constitutionnelle de Roumanie a identifié cette question de droit de l'Union, le droit de la libre circulation des personnes, des citoyens de l'Union et des membres de leur famille, combiné avec le droit fondamental de respect de la vie familiale légalement constituée dans un État membre, respect ou reconnaissance de cette vie familiale dans un autre État membre, en l'occurrence constitué en Belgique, reconnu en Roumanie. La Cour a effectivement répondu qu'il fallait reconnaître ce mariage. La Cour constitutionnelle de Roumanie a parfaitement mis en œuvre cet arrêt. Un deuxième exemple est issu de la Cour constitutionnelle du Royaume de Belgique, qui est le champion olympique, on dit ici à la Cour de justice de l'Union européenne, des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne, champion olympique en termes non seulement du nombre de renvois préjudiciels opérés par une Cour constitutionnelle d'un État membre, mais aussi de la qualité et de l'importance de renvois préjudiciels opérés par cette Cour constitutionnelle belge. Le cas auquel je me réfère est le suivant. C'est un arrêt décidé en 2011 déjà, où une directive de l'Union européenne avait prévu l'égalité entre femmes et hommes dans le marché intérieur des services. Une directive qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que prestataires ou en tant que bénéficiaires de services. On ne peut que s'en féliciter. Donc il n'y a aucun problème de droits fondamentaux, bien au contraire. C'est un texte législatif qui promeut l'égalité. Oui, mais en dernière ligne droite du processus législatif qui a accepté cette législation, il y a eu une clause dérogatoire pour ce qui est des services d'assurance où un des facteurs de risque de cette assurance est la longévité de la personne assurée. Donc il s'agit d'une assurance vie ou d'une assurance décès dont l'assuré bénéficie dans le sens que assurance vie, lorsque on paye pendant toute la carrière active une prime, pendant la carrière, disons au-delà de 65 ans, on reçoit une pension, on reçoit une prestation mois par mois. Si on vit très longtemps, évidemment, c'est un mauvais risque pour l'assureur. Si on meurt très vite après la pension, voire même avant la pension, c'est tout bénéfice pour les assureurs. Donc, dans cet exemple, vous voyez que les femmes, en tant que groupe, vivent plus longtemps que les hommes, et la question se posait,
est-ce que le fait que la clause dérogatoire de cette directive permet de faire une statistique actuarielle sur la longévité moyenne de vie des femmes comparée à la longévité de vie moyenne des hommes, est-ce que ça en soi est compatible avec le droit à l'égalité de traitement? La Cour constitutionnelle de Belgique, en 2010, faisait le renvoi préjudiciel à la Cour de justice et disait « Dans mon opinion, c'est contraire à l'égalité. Les gens naissent femmes ou hommes. On ne peut pas faire de telles statistiques. En faisant de telles statistiques, en soi, c'est déjà contraire à l'égalité entre femmes et hommes. Mais comme cette clause qui était reprise dans une loi belge qui mettait en œuvre la directive européenne, cette clause se trouvait dans la directive européenne, il s'agissait d'une question de validité de cette clause de la directive européenne. Donc la Cour constitutionnelle de Belgique demande est-ce que cette clause de la directive qui permet de faire de tels calculs actuariels de la longévité des femmes comme groupe et des hommes comme groupe, est-ce que c'est oui ou non contraire à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? Notre Cour, dans le même sens que la Cour constitutionnelle de Belgique, a décidé que c'était contraire et nous avons invalidé cette clause dérogatoire de la directive tout en maintenant la teneur principale de la directive qui, encore une fois, ne faisait rien d'autre que promouvoir, d'une manière fort efficace d'ailleurs, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le marché intérieur des services. Tout ceci montre que les cours constitutionnels des États membres et la Cour de justice de l'Union européenne gèrent ensemble un espace constitutionnel commun. Sans l'apport des cours constitutionnels nationales, l'Union européenne, comme ordre juridique commun, ne peut pas survivre. C'est dans cet esprit que je souhaite beaucoup de succès à cet important congrès qui va effectivement se consacrer plus en détail au rôle du juge constitutionnel. Merci. Mulțumim domnului președinte Lenarts pentru amabilitatea pe care a avut-o de a transmite un mesaj congresului nostru francofon, beneficiind de răbdarea și bunăvoința dumneavoastră excesive. Am încheiat lista vorbitorilor pentru deschiderea acestui eveniment. Vă mulțumesc pentru participare la această deschidere. Mulțumesc distinșilor reprezentanți ai corpului diplomatic prezenți la evenimentul nostru. Tuturor vă dorim o zi rodnică. Vă invităm la fotografia de familie care se va face în spatele acestei scene a evenimentului. Vă mulțumesc foarte mult!